Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce dernier entretien de cette première journée du 42e Salon du Livre de l'Outaouais. Je m'appelle Hugues Baudouin-Dumouchel. Ça fait 15 ans que j'anime au Salon du Livre et au fil des ans, je me suis entretenu avec beaucoup d'auteurs ingénieux. Mais ce soir, pour la première fois, je m'entretiens avec un auteur qui est aussi ingénieur, Gilles Sabourin. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, ça va très bien, merci. Merci d'être avec nous. Vous avez publié chez Septentrion un livre sur un sujet explosif, et c'est peut-être pas mon dernier jeu de mots ce soir. Ça s'intitule Montréal et la bombe, livre dans lequel vous nous apprenez le rôle à la fois modeste, mais aussi important qu'ont joué des chercheurs établis à Montréal dans le développement du nucléaire. Donc, ma première question pour vous, c'est pourquoi ce livre? Ben moi, je suis ingénieur en nucléaire. Là, je travaille dans ce domaine-là, puis je travaille à Montréal depuis une trentaine d'années. Donc, quand j'ai appris il y a plusieurs années qu'il y avait eu un laboratoire secret à Montréal pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui est l'ancêtre, en fait, de l'industrie nucléaire canadienne, ça m'a beaucoup intéressé, puis je me suis mis à lire là-dessus, puis au fil des lectures, et j'ai découvert des choses que jamais personne n'avait racontées. Donc, il y a quelques années, je me suis dit, ben, peut-être que ça vaudrait la peine que quelqu'un écrive cette histoire-là, qui est quand même fascinante, là, puis incroyable. Là. Et pourquoi vous avez décidé de l'écrire? Parce que personne d'autre le faisait? Oui, puis j'ai toujours aimé écrire, là, même si mon travail est vraiment technique. C'est quelque chose que, quand j'étais enfant, je rêvais d'écrire. Donc, finalement, j'ai décidé de combiner mes deux côtés un peu plus littéraires puis scientifiques là, dans un livre. Pourquoi l'ingénieur nucléaire? Par contre, pourquoi vous êtes devenu un ingénieur plutôt qu'un écrivain? La question Salon du Livre. Quand j'étais au cégep, j'ai beaucoup hésité en différentes options. Là, il y avait beaucoup d'options qui m'intéressaient, mais je me suis dit, si je fais pas les sciences maintenant, si je vais pas en sciences, je pense pas que jamais je vais revenir. Ouais, donc, c'est comme ça que j'ai décidé. Puis j'ai toujours pensé que c'était possible peut-être un jour de revenir vers la littérature, là, même si c'est un livre d'histoire des sciences, là, mais donc c'est ça que j'ai fait. Ouais, on ne dira pas que la littérature, c'est facile, mais on peut dire que c'est peut-être plus facile d'écrire un livre quand on a été ingénieur que de devenir ingénieur si on a été écrivain toute notre vie. Surtout dans le domaine du nucléaire, ça demande certainement des connaissances de pointe et énormément de recherche. Mais parlant de recherche, justement, vous avez consacré combien de temps à votre recherche? Mais je dirais que ça fait une quinzaine d'années que j'ai commencé à lire là, puis à faire des recherches là-dessus. Là. C'est sûr que c'est pas à temps plein. C'est pas comme si j'avais consacré 15 ans à temps plein de ma vie là-dessus parce que je travaille, puis j'ai une famille, puis tout ça. 15 ans à temps perdu. C'était quand même, ça fait plusieurs années. Puis j'ai quand même hésité, là, puis j'ai failli abandonner quelques fois là, au fil des années, mais il y a des gens que j'ai pu retracer, qui m'ont beaucoup encouragé, puis finalement, ça a donné ce livre-là. Oui, parce que vous parlez à des gens qui ont connu cette époque-là. On va y arriver parce que vous avez, bon, c'est un livre de 200 pages. On a dit, bon, littérature, tout ça, c'est un livre c'est plus historique, soit, mais ça commence un petit peu comme un roman d'espionnage avec cette espèce on arrive à aller chercher in extremis, finalement, de l'eau lourde en Norvège, en définitive, avant que les Allemands puissent mettre la main dessus. Et ça, c'est un épisode qu'on connaît pas vraiment peut-être dans l'histoire, qui aurait pu avoir des conséquences tout à fait funestes pour le monde entier si justement ça ne s'était pas produit. Racontez-nous un petit peu, c'est quoi l'eau lourde et pourquoi c'était si important pour ces chercheurs dans le laboratoire à Montréal? Bon, l'eau lourde, ça existe dans la nature. Ça fait partie de l'eau ordinaire. Là, c'est une très petite quantité d'eau lourde. C'est effectivement plus lourd que l'eau, parce que l'eau, bon, tout le monde connaît, là, c'est H2O, deux atomes d'hydrogène puis un atome d'oxygène. L'eau lourde, c'est D2O. Donc, le deutérium, c'est un atome, un isotope qu'on dit une sorte d'hydrogène lourd. Et le D2O est donc plus lourd. Et l'avantage que ça a, c'est que quand on veut faire un réacteur nucléaire, c'est une matière qui ralentit les neutrons, donc qui permet à l'uranium, qui les ralentit assez pour que l'uranium puisse les capter. Dans tous les réacteurs nucléaires, à peu près, qui est en opération dans le monde, il y a un modérateur, et au Canada, c'est l'eau lourde. Et dans les années, au début des années 40, 1939-1940, quand on a commencé à faire des expériences là-dessus, il existait pratiquement un seul endroit dans le monde où il y avait de l'eau lourde, c'était dans une usine
de fabrication d'ammoniac en Norvège. Puis c'était comme un sous-produit, là. C'était quelque chose qui n'était pas vraiment utile. Une espèce de résidu. De résidu, mais qui était vendu à des chercheurs et tout ça, mais en minuscule quantité. Oui, il y avait une centaine de kilogrammes à peu près, si je me souviens bien. Peut-être à peu près 80 kilogrammes d'eau lourde là, qui existait à cette usine-là en 1939. Puis c'était comme l'ensemble de l'eau lourde qu'il y avait dans le monde. Et Frédéric Joliot-Curie, qui était déjà un prix Nobel de physique, qui travaillait là, à Paris, et qui faisait des recherches là-dessus. Qui était de la dynastie Curie, effectivement. Là. Qui était de la famille, qui était l'époux de Irène Curie, la fille de Marie Curie, là. Lui a contacté les services secrets français alors que la guerre était déjà commencée là, contre l'Allemagne en disant il faut aller récupérer cette eau lourde-là avant les Allemands. Puis là, il y a toute une histoire là, rocambolesque là, de comment les services secrets français sont allés, puis ils ont amené ça dans deux avions, ils ont fait semblant de l'embarquer dans un avion, puis ils ont embarqué dans l'autre, et tout ça, mais finalement, ça s'est retrouvé à Paris. Puis pendant quelques mois, là, jusqu'à ce que l'Allemagne, finalement, aussi envahisse la France, ils ont fait des expériences à Paris. Ensuite, ils ont réussi à évacuer ça vers l'Angleterre, à Cambridge. Puis ensuite, quand ce laboratoire-là a déménagé à Montréal, l'eau lourde aussi a été transférée à Montréal. Et c'est la base encore des réacteurs nucléaires qui existent au Canada. Le modérateur, c'est de l'eau lourde. Et ça vient, disons, d'un accident historique qui fait qu'au départ, Frédéric Joliot a eu l'idée d'aller chercher ça en Norvège. Une chance. Donc, vous avez mentionné les Français, les Britanniques. Bien sûr, on est à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont les Britanniques, finalement, qui demandent au Canada d'établir ce laboratoire-là à Montréal. C'est ça. Et c'est quoi le but à l'origine? Parce que c'est pas de créer une bombe nucléaire, du moins pas a priori. C'est-à-dire que donc, pendant la guerre, quand même, pour faire un laboratoire puis mettre autant d'argent, il fallait qu'il y ait un but militaire. Oui. Ça ne peut pas être seulement pacifique. Et donc, le laboratoire de Montréal, dès le départ, avait deux objectifs. Un qui était civil, fabriquer un réacteur nucléaire pour produire éventuellement de l'électricité, mais aussi, il y avait un objectif militaire qui était de fabriquer du plutonium, trouver une méthode de séparation du plutonium de l'uranium. C'est pas directement, disons que c'est un produit qui va dans la bombe, dans la fabrication d'une bombe, mais ça prend beaucoup plus que ça là, pour faire une bombe. Ils savaient dès le départ qu'il n'y aurait pas une bombe là, qui serait fabriquée à Montréal. Parce que... Mais ça a servi pour les Britanniques après la guerre. Ils ont utilisé les connaissances développées à Montréal pour développer leur propre programme là, de bombes nucléaires. Parce qu'une des choses qui a changé la donne aussi, finalement, c'est qu'on a découvert que pour avoir une bombe nucléaire, et on sait qu'il y en a deux qui ont été lancées sur Hiroshima et Nagasaki, finalement, ça prenait moins d'uranium qu'on pensait, finalement. C'est bien ça? C'est ça. C'est-à-dire qu'au départ, les premiers physiciens là, qui ont pensé à cette histoire-là de bombe, la plupart pensaient que ce n'était pas faisable physiquement, que ça prendrait des tonnes d'uranium parce qu'ils pensaient qu'il fallait qu'il y ait aussi le modérateur, là, tout ça. Mais finalement, pendant la guerre, il y a une découverte qui a été faite par des chercheurs qui étaient en Angleterre qui montrait que finalement, c'est seulement quelques grammes, donc c'est de l'ordre de la dizaine de kilogrammes d'uranium qu'on a besoin pour faire une bombe. Et ça a changé complètement l'histoire, là, et c'est pour ça que ça a été possible de la faire pendant la guerre. Effectivement. Donc, on a parlé un petit peu de vos recherches un petit peu plus tôt. Vous avez rencontré des gens. Vous êtes vous-même rendu en Angleterre, je pense, dans le cadre de vos recherches. Donc, ce que j'ai fait, une chose qui m'intéressait, c'était de rencontrer des gens qui avaient travaillé à Montréal pendant la guerre ou, parce qu'il en reste pas beaucoup de vivants, là, ou bien des enfants de personnes qui avaient travaillé à Montréal. Puis j'ai pu en retracer quand même plusieurs, là, une trentaine au total de personnes, dont 2 personnes qui sont toujours vivantes. Oui. 2 femmes, une qui était une chimiste et une autre qui était une calculatrice. Et qui vivent maintenant les 2 en Angleterre. Il y en a une que j'ai rencontrée là, en 2019, donc il y a 1 an et demi à peu près. Dans le temps qu'on pouvait voyager. Oui, exactement. Alma Chaket, qui est une dame extraordinaire, là, elle a 102 ans maintenant, puis je suis encore en contact régulièrement avec elle. Là, je fais des Skype, puis elle a eu justement le vaccin contre la COVID il y a quelques semaines. Là, et elle a gardé une mémoire extraordinaire, et pour elle,
l'épisode de Montréal où elle était venue avec son mari, qui était aussi un chimiste, était quelque chose de très particulier et elle avait gardé une très bonne mémoire avec plein d'anecdotes à raconter sur ce qui était arrivé à Montréal pendant la guerre. Donc, ça a été une rencontre vraiment très, très spéciale, là. Puis, et l'autre personne, qui était une dame qui était originaire de Montréal, qui était née à Montréal, qui s'appelle Joan Wilkie, elle finissait l'école secondaire en 1943, là, quand le laboratoire de Montréal a commencé, puis elle a entendu parler du fait qu'il faisait passer des tests à des jeunes femmes pour leur habileté en mathématiques. Et qu'il y avait un bon salaire qui était lié à ça. Fait qu'elle était bonne en maths, elle a décidé d'aller passer les tests, puis elle a été la première femme qui a été engagée comme calculatrice. Parce qu'à l'époque, c'est le nom qu'on leur donnait là, en français. Là, en anglais, c'était computer, le même nom que l'ordinateur. Ben oui. Qu'elle a été inventée quelques années plus tard, finalement. Mais à l'époque, il fallait faire tout ça à la main, là. C'était à la main. Il n'y avait pas d'ordinateur qui existait encore. Donc, c'était des personnes qui, à longueur de journée, faisaient des calculs qui servaient pour la conception là, des réacteurs nucléaires. Donc, ces personnes-là, vous les avez rencontrées, vous dites, il y avait des anecdotes, il y avait des personnages assez intéressants, justement, dans ce laboratoire-là. Il y avait même des espions. On est, évidemment, c'est avant la guerre froide, mais on est en pleine Deuxième Guerre mondiale. C'est pas surprenant, mais justement, là, comme je vous dis, quand je disais que c'est un petit peu comme un roman d'espionnage, il y a aussi des personnages qui sont quasiment plus grands que nature. Oui, bien, il y a une histoire vraiment incroyable, là, celle d'Alan Nonmé, là, qui était un physicien britannique qui était dans les années 30, quand il était étudiant, il a été membre du Parti communiste britannique. C'était quand même pas si rare que ça à l'époque. Il y avait tout un courant, surtout dans les universités, de jeunes qui étaient membres du Parti communiste. Puis aussi, ben, c'était la crise. Il y avait toutes sortes de raisons là, pour ça. Et donc, il avait été membre, il avait quitté ça parce que, bon, il trouvait, surtout au début de la guerre, les communistes étaient contre contre l'Allemagne. Là, ça a changé après quand l'Allemagne a envahi l'URSS, mais lui, il a quitté ça en disant parce qu'il trouvait que c'était quand même bien, disons, de lutter contre les nazis. Là. Il trouvait pas que c'était une mauvaise idée. Mais finalement, quand il a été engagé, qu'il a travaillé dans le projet secret, là, qui était le projet Tube Alloy, ça s'appelait. Oui, c'était le nom de code, hein? Manhattan aux États-Unis, puis en Angleterre, ça avait un autre nom de code, là, c'était Tube Alloys. Il a été contacté par les services d'espionnage soviétiques. Puis il s'est embarqué au départ et un peu, mais finalement, c'est comme mettre le doigt dans l'engrenage. Puis aussi, ils l'ont pris en photo en train de donner des renseignements. Fait qu'il y avait comme un petit peu de chantage aussi sur lui. Et il a été transféré à Montréal. Puis au bout d'un certain temps, il est devenu le chef du département de physique. C'est quand même un poste important. Puis il y avait à voyager. Il y a eu une collaboration là, avec le projet Manhattan assez importante pendant un bout de temps. Et Nonmé voyageait à Chicago, qui était l'endroit où il y a eu le premier réacteur nucléaire dans le monde qui a été mis en opération. Et donc, il a fait de l'espionnage là, pour les Russes pendant environ un an, disons, de la fin 1944 jusqu'en septembre 1945. Ouais. Et il prenait il n'était pas supposé, mais il n'était pas le seul à le faire. Il partait à la maison avec certains rapports durant la fin de semaine, supposément pour les reviser. Et il prêtait à son contact soviétique, là, de l'ambassade soviétique, qui les photocopiait, puis là, il les ramenait le lundi matin, puis il faisait ce jeu-là pratiquement toutes les fins de semaine. Et il y a même, en revenant de Chicago, une fois, il y a quelqu'un là-bas qui lui avait donné 2 échantillons de matière radioactive, là, minuscules, là, de quelques grammes, mais quand même. Et au lieu de les rapporter au laboratoire de Montréal, il les a donnés à son contact, qui les a envoyés en URSS. Et donc, tout ça, ça s'est fait sans que personne s'en doute, sauf qu'au mois de septembre, le 5 septembre 1945, il y a un employé de l'ambassade soviétique d'Ottawa qui a fait défection avec des centaines de documents qui montraient qu'il y avait un réseau d'espionnage soviétique au Canada et qui pointait du doigt Alan Nonmé. Donc, à son retour en Angleterre, il a été arrêté, puis il a été emprisonné, puis il y a eu un procès, tout ça, et il a avoué avoir fait ça.
Donc, c'est vraiment ça qui s'est passé, là. Il y a une autre personne qui était à Montréal qu'on soupçonne, mais qui n'a jamais été vraiment démasqué, qui est un Italien, Bruno Pontecorvo, qui était un grand scientifique qui a travaillé avec Enrico Fermi, là, le grand physicien italien, et qui a travaillé à Montréal. Après ça, à Chalk River, quand le laboratoire de Montréal a déménagé là, à Chalk River. Puis ensuite, en Angleterre aussi, dans son laboratoire. Mais là, c'était pendant l'époque de McCarthy aux États-Unis, puis il commençait à fouiller toutes sortes de choses. Et à ce moment-là, Pontecorvo a fait défection en URSS. Il est parti en vacances avec sa famille en Italie un été et il n'est jamais revenu en Angleterre. Puis on a perdu sa trace pendant 5 ans. Il sentait la soupe chaude. Donc, et il a travaillé après ça le restant de ses jours en Italie, puis éventuellement, il a regretté, pas en Italie, là, en URSS, mais il a éventuellement regretté d'avoir fait ça. Là. Mais lui, il a dit qu'il n'avait jamais fait d'espionnage. Sauf qu'on se demande pourquoi il aurait fait défection en URSS s'il n'y avait pas des risques d'être arrêté. Là. C'est une drôle de coïncidence. Vous avez parlé des femmes, justement, des calculatrices, de Alma Chaket aussi, donc qui étaient, vous dites chimiste, c'est ça? Oui, donc, elle était chimiste. Les femmes avaient quand même un rôle important à jouer dans ce laboratoire-là? Est-ce qu'on peut dire pour l'époque? Pour l'époque, et oui, c'est sûr que quand on regarde, quand on lit les choses plus anciennes, on ne parle jamais des femmes qui travaillaient au laboratoire de Montréal. C'était très rare. Il y avait des photos qui existaient. Ben oui, c'est ça que j'étais pour dire. Ils ne sont même pas dans les photos. Il n'y avait pas de femmes. On avait une photo là, qu'on pouvait trouver dans plusieurs livres là, qui était une trentaine d'hommes là, qui étaient les scientifiques du laboratoire de Montréal. Et quand j'ai commencé à chercher, je me suis aperçu que finalement, dans les listes d'employés, il y avait à peu près le quart des employés qui étaient des femmes. Et plusieurs, on voyait qu'il y avait des PhD, diplômés de telle université et tout ça. Je me dis, mon Dieu, c'est qui ça, ces femmes-là? Je n'ai jamais entendu parler. Et là, je me suis mis à faire des recherches, puis j'ai pu en retracer plusieurs où les enfants, et c'était donc des personnes qui étaient évidemment très contentes de pouvoir en parler, puisqu'on n'avait jamais parlé de leur histoire. Et Alma Chaket, justement, la chimiste, elle avait gardé plusieurs photos dans ses albums photos de l'époque de Montréal, dont une photo du groupe de chimie du laboratoire de Montréal, qui était une quarantaine de personnes, dont 15 femmes. C'était quand même quelque chose, puis plusieurs étaient des chimistes, là, des diplômés d'université. J'ai pu trouver après qu'il y avait eu plusieurs physiciennes, des mathématiciennes, donc il y a eu des femmes qui ont joué un rôle quand même très important là, au laboratoire de Montréal. Étiez-vous surpris, vous qui travaillez quand même dans le domaine? J'étais un peu surpris pour l'époque. Oui. C'est pas si connu que ça, là, mais finalement, quand on regarde dans les années 30, surtout dans le domaine nucléaire, il y a eu un bon nombre de femmes qui ont été des chercheuses, qui ont été des diplômées. Après la guerre, par contre, il y a eu une pression très forte sur ces femmes-là pour retourner à la maison. Puis dans toutes les femmes qui ont travaillé pendant la guerre, là, les hommes revenaient de la guerre, là, ils devaient, en guillemets, laisser la place aux hommes et tout ça. Et donc, il y a eu une diminution très importante du nombre de femmes en sciences dans les années après 45. Jusqu'au moins en 1970. C'est pas revenu comme c'était dans les années 40. Là. Puis même aujourd'hui, en nucléaire, il n'y a pas un nombre très élevé de femmes. Là. Donc, je dirais peut-être dans les 20 là, c'est pas tellement plus élevé finalement que ce qu'il y avait au laboratoire de Montréal. Je sais qu'on fait quand même beaucoup d'efforts justement pour que les femmes et les filles décident d'embrasser une carrière dans les domaines, sciences, technologie, ingénierie, mathématiques. Il y en a quand même beaucoup plus qu'avant, là, c'est sûr. Oui. Je vais revenir à la période de 1945, justement, parce que c'est une période charnière. Évidemment, c'est la fin de la guerre. C'est aussi, en août, le 6 et le 9 août, les bombes atomiques sur Hiroshima et sur Nagasaki. Vous l'avez dit. Donc, il y avait un volet civil et puis, les réacteurs nucléaires, tout ça, on pourra y revenir avant la fin, mais il y avait aussi le volet militaire, évidemment. Mais ce que j'ai trouvé intéressant à la lecture de votre livre, puis vous concluez un petit peu avec ça, c'est qu'il y avait une certaine incrédulité, quand même, parmi les scientifiques à Montréal, qu'une bombe atomique ait été développée, ait été lancée 2 fois plus tôt qu'une. Ça les a surpris. Mais tout ça était quand même un laboratoire secret. Là, c'était compartimenté. Chaque groupe ne pouvait pas parler à l'autre groupe.
c'était le temps de la guerre, donc il y avait de la censure dans les journaux. Personne n'avait accès là, à l'information comme on a aujourd'hui. Et peu de gens à Montréal savaient le but des recherches. Les gens travaillaient sur leurs petits projets, mais n'avaient pas d'idée du but des recherches. Il y avait évidemment des gens qui le savaient, là, les directeurs, puis les principaux responsables des groupes et tout ça. Je dirais peut-être qu'il y avait une vingtaine de personnes à Montréal, là, sur au total presque 400 là, qui ont travaillé, qui étaient au courant de l'aspect militaire et qui savaient aussi qu'il y avait quelque chose aux États-Unis qui se passait. Puis il y avait eu un test là, au mois de juillet 45, il y a eu un test dans le Nouveau-Mexique là, pour exploser une bombe. Donc, il y a quelques personnes au laboratoire de Montréal qui le savaient, mais presque tout le monde l'a appris le 6 août de 1945 au matin par les journaux qu'il y avait eu une bombe qui avait explosé sur Hiroshima et qui était dans une certaine façon liée, c'était pas directement lié, là, mais il y avait quand même, c'était dans le même domaine, puis le Canada avait signé une entente avec l'Angleterre et les États-Unis là, dans le domaine nucléaire. Là. Parce que même, par exemple, si on lit le compte-rendu des scientifiques allemands qui étaient à Farm Hall en Angleterre à la même époque, eux aussi étaient surpris. Heisenberg, entre autres, était assez dubitatif, là. Oui, effectivement, mais eux étaient beaucoup plus loin en réalité que ceux de Montréal. Là. Oui. Montréal, c'était quand même beaucoup plus proche, puis il y avait une idée beaucoup plus précise sur comment faire la bombe que les scientifiques allemands là, qui n'avaient pas compris plusieurs choses, comme même le plutonium. Ah oui. Il n'y avait pas compris l'histoire du plutonium, qui finalement est peut-être une façon plus simple ou un petit peu plus rapide d'accéder à la bombe que par l'enrichissement de l'uranium. Donc, les Allemands étaient beaucoup plus loin. Parce que c'était une préoccupation des Britanniques quand même. Il faut qu'on développe la bombe avant que les Allemands ne le fassent. Dès le départ, c'était ça. C'est ça qui a donné vraiment l'impulsion là, aux recherches. Puis il faut comprendre que beaucoup des scientifiques qui étaient en Angleterre et qui sont venus à Montréal étaient des réfugiés, avaient connu les nazis, l'Allemagne, l'occupation par l'Allemagne, et donc savaient à qui ils avaient affaire, étaient très motivés et avaient peur. Savaient aussi qu'il y avait... Les scientifiques allemands étaient là, vraiment de pointe là, à l'époque. Oui. La fission nucléaire a été découverte en Allemagne. Donc, c'était quand même un risque réel que si les nazis avaient décidé que c'était possible et avaient mis l'effort là-dessus, ils auraient peut-être pu l'atteindre. C'est pas ça qui s'est passé, mais il y avait des craintes en Angleterre. Puis, il y a eu des rencontres. Là, Heisenberg a rencontré Niels Bohr. Puis, c'était pas clair finalement... Supposément qu'Heisenberg a voulu dire à Niels Bohr qu'il faisait pas vraiment de recherche sur la bombe, mais c'est pas ça que Niels Bohr a compris. Donc, ça a alerté les scientifiques en Angleterre comme quoi il y avait des dangers. Là. Oui. Et c'est ce qui s'est passé aux États-Unis aussi. Bon, les États-Unis, ils ont mis des moyens gigantesques. Là, c'est pour ça qu'ils ont pu atteindre la bombe là, pendant la guerre. Oui, puis ils ont fait leur affaire de leur côté avec le projet Manhattan. Finalement, il n'y a pas eu beaucoup d'échanges avec Tubaloys. Finalement, les Américains, ils faisaient leur truc de leur bord. Au départ, c'est les Anglais qui étaient vraiment en avance sur les Américains. Et il y a eu des échanges qui ont finalement convaincu les Américains que c'était possible de le faire. Mais quand ils ont démarré, là, c'est que, en plus de ça, le démarrage du projet Manhattan, c'était 2 jours avant que les Japonais attaquent à Pearl Harbor. Ah oui. Et quand il y a eu ça a donné... Après ça, les Américains, ils ont mis des moyens vraiment incroyables. Et ils ont dépassé très rapidement les Anglais. Puis ensuite, ils se sont dit que finalement, ça les ralentissait plus que d'autres choses que de collaborer avec les Anglais. Donc, il y a eu de la collaboration, là, mais ça n'a pas été... Même s'il n'y avait pas eu le laboratoire de Montréal, finalement, les Américains seraient arrivés quand même à fabriquer la bombe. Oui. Donc, le legs de ce laboratoire-là, c'est davantage toutes les implications civiles ou les utilisations civiles, je devrais dire. Vous avez parlé du réacteur à Chalk River. Tout ça, finalement, puis bon, tous les réacteurs, parce qu'il y en a plusieurs réacteurs centrales nucléaires là, au Canada, justement, puisque vous êtes dans le domaine. Tout ça, est-ce qu'on peut dire qu'en quelque part, c'est le legs du laboratoire de Montréal? Oui, c'est directement le legs, là, parce que les réacteurs qui ont été construits à Chalk River, un réacteur pendant la guerre et 2 autres après la guerre, c'était dans le but de continuer de développer des réacteurs pour faire de l'énergie, de l'électricité.
Donc, c'est ce qui s'est passé et c'était vraiment conscient de vouloir développer ça. Là. On a encore 19 réacteurs nucléaires en opération au Canada. L'Ontario, plus que la moitié de son électricité est d'origine nucléaire. Ah oui. Donc, c'est quand même vraiment quelque chose qui est encore très important au Canada. Et il y a eu aussi tout le côté de la médecine nucléaire qui a commencé à Montréal. Les premiers articles, les premières recherches sur des isotopes pour traiter le cancer, pour ce qu'on appelle maintenant les radioisotopes, là, quand les gens vont faire des traitements de radiation, là, ça a commencé à Montréal. Ça a commencé par des recherches. Bon, ça s'est poursuivi principalement à Chalk River. Mais le Canada a été le premier pays à fabriquer ce qu'ils ont appelé des bombes au cobalt. C'était des appareils, dans le fond, de traitement du cancer. Pas tellement longtemps après la guerre. Puis, on a été très longtemps le pays qui a fabriqué le plus grand nombre là, de ces appareils-là. Donc, ça a donné un côté très positif, là, puis qui a été fort au Canada, mais qui a aussi été utilisé dans beaucoup d'autres pays dans le monde. On voit que c'est un sujet qui vous passionne. Est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture? Maintenant, vous avez complété un livre. J'ai quelques idées. Il y a eu plusieurs, disons, retours positifs pour mon livre. Donc, ça m'encourage. Là. Il y a toute une histoire qui m'intéresse là, sur les accélérateurs de particules. Puis aussi, au Québec, il y a eu pendant un certain temps une machine à fusion nucléaire, là, un tokamak, qui était à Varennes, qui est fermé maintenant. Mais il y a toute une histoire autour de ça. Il y a aussi l'histoire d'une femme, parce que Montréal a une longue histoire avec la physique nucléaire. Parce qu'on a eu Ernest Rutherford à l'Université McGill au début des années 1900, qui, dans le fond, a travaillé et a expliqué c'était quoi la radioactivité. Et son premier étudiant, c'était une étudiante, et c'est une femme qui a donc travaillé avec lui, puis elle a travaillé avec Marie Curie, puis ensuite elle a eu toute une vie, là, puis j'ai une idée un peu d'écriture par rapport à cette femme-là, mais je sais pas, on va voir, là. Ben, écoutez, pourquoi pas? Puis si jamais dans quelques années ça donne un livre, on va vous réinviter pour vous rencontrer en personne au Salon du livre de l'Outaouais. Oui, ça m'intéresserait, j'aimerais beaucoup ça, oui. On serait très heureux de vous avoir avec nous. Gilles Sabourin, Montréal et la bombe, c'est publié chez Septentrion. Je sais que toutes les informations pour vous procurer le livre, mesdames, messieurs, apparaissent à l'écran, là, justement, donc n'hésitez pas. C'est très intéressant. C'est très instructif aussi. Moi, je suis pas du tout scientifique et j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Je vous souhaite un bon Salon du livre, fut-il à distance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.